Le bruit du verre brisé résonna dans le bureau vide. Thomas regarda les éclats éparpillés sur le sol en marbre, le cadre photo détruit à ses pieds. La photo lui souriait, sa mère, 20 ans plus jeune, serrant dans ses bras deux personnes qu'il ne reconnaissait pas. Des personnes noires, simples, vêtues de vêtements usés. Il venait de jeter cela contre le mur dans un élan de colère après avoir reçu l'appel de la banque. Faillite. Le mot martelait dans sa tête comme un verdict de mort. 42 ans à construire un empire immobilier, et tout s'effondrait en quelques semaines. Thomas se pencha lentement, prenant la photo parmi les éclats. Le verre lui coupa le doigt, mais il ne le sentit même pas. Ce portrait avait été conservé pendant des années dans un tiroir verrouillé. Il ne se souvenait même plus pourquoi sa mère avait tant insisté pour qu'il le garde. « Un jour tu comprendras », disait-elle dans ses derniers mois de vie, déjà consumés par le cancer. Mais Thomas n'a jamais compris. Il n'a jamais voulu comprendre. Il était trop occupé à construire son empire, à conclure des affaires, accumuler des propriétés. Il était presque minuit lorsqu'il quitta enfin le bureau. La secrétaire était partie depuis des heures. Thomas entra dans la Bentley noire, dernier symbole de statut qui lui restait, et commença à conduire sans destination. La ville était étrangement vide pour un jeudi. C'est alors que la tempête commença. Pas cette pluie fine et élégante. C'était une pluie violente, furieuse, transformant les rues en rivières et réduisant la visibilité à presque zéro. La route serpentait maintenant à travers un quartier que Thomas reconnaissait à peine. Ce n'était pas sa partie de la ville. Les maisons étaient petites, les trottoirs cassés, les lampadaires clignotaient irrégulièrement. C'est alors que ses phares illuminèrent deux silhouettes sur le côté de la route. Un couple de personnes âgées, noires, complètement trempées. L'homme essayait de protéger la femme avec son corps, mais c'était inutile contre cette pluie. Il portait une vieille valise marron qui semblait peser des tonnes. Thomas passa devant eux. Il continua à conduire encore 200 mètres. Ses yeux se portèrent au rétroviseur, où les deux silhouettes devenaient de plus en plus petites dans l'obscurité. Il freina. Il ne savait pas pourquoi. Thomas n'était pas du genre à s'arrêter pour aider des étrangers. Au cours des 20 dernières années, il était passé à côté de centaines de personnes sans abri. Il détournait toujours le regard. Mais quelque chose cette nuit-là fit que son pied trouva la pédale de frein. Thomas fit marche arrière, revenant lentement vers le couple qui luttait encore contre la tempête. Il ouvrit la fenêtre côté passager. « Montez », dit-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Les deux le regardèrent avec un mélange de méfiance et d'espoir. L'homme âgé se pencha pour mieux voir qui était dans la voiture. Ses yeux étaient profonds, fatigués, mais il y avait encore une étincelle de dignité. La femme à ses côtés toussait, le corps secoué violemment. « Nous ne causerons pas de problème, monsieur », dit l'homme, sa voix grave mais respectueuse. « Nous devons juste rejoindre l'abri de la rue Harrison. Votre femme a du mal à rester debout. Montez vite avant que je change d'avis. » Il y eut une hésitation. Thomas vit le couple échanger un regard, une communication silencieuse que seules des décennies de mariage peuvent créer. Finalement, l'homme acquiesça. Il ouvrit la porte arrière, aida sa femme à monter en premier, plaça ensuite la vieille valise sur le siège et monta enfin. Le silence à l'intérieur de la voiture était dense. Thomas reprit la route, les yeux fixés sur la route. Il pouvait sentir l'odeur de vêtements mouillés, de sueur et de fatigue. Il pouvait entendre la respiration lourde de la femme, le doux murmure de l'homme qui lui disait quelque chose de réconfortant. « L'abri est après le viaduc », dit l'homme après quelques minutes. Mais Thomas ne tourna pas. Il continua tout droit. « Monsieur, l'abri est par là », répéta l'homme, une note d'inquiétude dans la voix. « Cet abri doit être plein avec cette tempête », répondit Thomas. « Vous allez chez moi. Là, vous pourrez prendre une douche chaude, manger quelque chose, vous reposer. »« Nous ne pouvons pas accepter cela », dit l'homme rapidement. « Je ne demande pas la permission », coupa Thomas, et cette fois sa voix avait une fermeté qui n'admettait aucune discussion. Le reste du trajet se déroula dans le silence. Thomas conduisit dans les rues désertes jusqu'à arriver dans son quartier, où les villas s'élevaient derrière de hauts murs. Il s'arrêta devant une propriété particulièrement grande, actionna la télécommande et attendit que les portails s'ouvrent. « Mon Dieu !» murmura la femme à l'arrière, la première chose qu'elle disait depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Thomas gara la voiture dans le garage et aida la femme à en sortir. Ses doigts étaient froids et tremblants contre les siens. Le mari sortit de l'autre côté, tenant la vieille valise comme si c'était un trésor. À l'intérieur de la maison, les lumières automatisées s'allumèrent, révélant un immense salon, décoré avec des meubles coûteux et des œuvres d'art. Les deux personnes âgées restèrent à l'entrée, goûtant sur le marbre italien. « Val d'Irène » appela Thomas, et une femme d'âge moyen apparut depuis la cuisine.
C'était sa gouvernante, la seule employée qui lui restait. Prépare la chambre d'amis. Et apporte des vêtements propres, des serviettes et quelque chose de chaud à manger. Valdirène regarda son patron, puis les deux personnes âgées trempées, mais elle était trop professionnelle pour poser des questions. Elle acquiesça et disparut à l'étage. « Venez, » dit Thomas, guidant le couple jusqu'au salon. « Asseyez-vous pendant que Valdirène prépare tout. » Ils s'assirent au bord du canapé en cuir, clairement effrayés de salir les meubles coûteux. L'homme tenait encore la vieille valise sur ses genoux. Thomas remarqua que ses doigts étaient blancs à force de serrer la poignée. « Vous pouvez poser la valise par terre, » suggéra Thomas, se servant un whisky et, sur un coup de tête, servant 2 verres supplémentaires. Il leur tendit les verres. L'homme accepta, mais la femme secoua doucement la tête. « Mon estomac ne supporte plus l'alcool, chérie, » dit-elle, sa voix rauque mais gentille. Thomas s'assit dans le fauteuil opposé, les observant. Maintenant, sous la lumière vive du salon, il pouvait mieux voir leur visage. L'homme devait avoir 70 ou 80 ans. Cheveux complètement blancs, visage marqué de rides profondes. Mais ce sont ses yeux qui attiraient l'attention. Des yeux qui avaient beaucoup vu, beaucoup souffert, mais qui conservaient encore une sorte de paix. La femme était un peu plus jeune, ses cheveux également blancs mais avec quelques mèches sombres. Elle était trop mince, ce genre de minceur qui vient d'une privation prolongée. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous, » dit l'homme, prenant une gorgée de whisky. « Je m'appelle Samuel. Voici ma femme, Grace. Nous sommes ensemble depuis 52 ans. »« Thomas, » répondit-il, sans mentionner son nom de famille. « C'est une belle maison, » commenta Grace, regardant autour d'elle avec une admiration sincère. « Vous devez avoir beaucoup travaillé pour tout obtenir. » Thomas rit, mais c'était un son sans joie. « J'ai travaillé. Et maintenant je suis sur le point de tout perdre. » Samuel inclina la tête, l'observant. « L'argent va et vient. C'est le caractère qui reste. » Valdirène revint, annonçant que la chambre était prête. Thomas se leva, indiquant au couple de le suivre. Ils montèrent l'escalier, Grace appuyée sur Samuel, qui à son tour s'appuyait sur la rampe. C'était une montée lente, douloureuse à regarder. Dans la chambre d'amis, Valdirène avait tout préparé impeccablement. Des vêtements propres sur le lit, des serviettes fraîches, même des fleurs sur la table de chevet. Grace serra la main de Samuel plus fort en voyant cela. « Prenez une douche chaude et descendez pour manger, » instruit Thomas. « Ne vous pressez pas. » Il s'apprêtait à sortir lorsque la voix de Samuel le retint. « Monsieur Thomas, » dit le vieil homme, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit se retourner Thomas. « Vous nous avez sauvés aujourd'hui. Grace est malade. Elle n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. » Thomas hocha la tête, mal à l'aise avec cette gratitude brute, et sortit en fermant la porte. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Son doigt saignait encore là où le verre l'avait coupé. En bas, il se servit un autre whisky et s'enfonça dans le canapé. 40 minutes plus tard, Samuel et Grace descendirent. Ils étaient habillés avec les vêtements que Valdirène avait préparés. Ils dînèrent dans la cuisine. Valdirène avait préparé de la soupe, du pain frais et de la viande rôtie. Thomas remarqua comment ils mangeaient, lentement, savourant chaque bouchée, comme des personnes qui connaissaient intimement la faim. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue ?» demanda Thomas. Samuel et Grace échangèrent à nouveau ce regard. C'est Grace qui répondit. « 2 mois. Mais notre histoire est bien plus longue que cela. » Et alors ils commencèrent à raconter. Ils parlèrent d'une vie dédiée à aider les autres, de projets communautaires qu'ils avaient construits de leurs propres mains, d'écoles improvisées dans des sous-sols d'églises. Ils parlèrent de centaines d'enfants qu'ils avaient aidés à nourrir, éduquer, vacciner. « Nous n'avons jamais eu beaucoup, » expliqua Samuel. « Mais nous avons toujours eu assez pour partager. » Grace était infirmière. J'étais professeur. « Et votre fils ?» demanda Thomas, remarquant la tension sur leur visage. Le silence qui suivit était lourd. Enfin, Grace parla, sa voix tremblante. « Notre fils est vivant. Il habite à moins de 20 kilomètres d'ici. Il est avocat, grande maison, voiture importée. Mais il nous a abandonnés. Il avait honte de nous, de notre simplicité. » Thomas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il pensa à la photo déchirée dans son bureau, à sa mère qu'il avait négligée. « Et la valise ?» demanda-t-il, en pointant l'objet marron que Samuel gardait toujours près de lui. Samuel posa la vieille valise sur la table, ses doigts glissant sur les serrures rouillées. « Cette valise est tout ce que nous avons. Toute notre vie est là-dedans. » Il l'ouvrit lentement. Thomas se pencha pour regarder. La valise était remplie de photos. Des centaines. Des enfants souriants, des familles réunies,
des diplômés fiers. Et parmi les photos, des lettres. Il y avait des certificats, des coupures de journaux, des dessins d'enfants. Toute une vie d'impact, documentée sur papier et encre. Et alors Thomas vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Une photo au fond de la valise. Une jeune femme enceinte, souriant entre Samuel et Grace qui semblait 20 ans plus jeune. C'était sa mère. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir ce que signifie cette photo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Thomas tenait la photo avec des mains tremblantes. Sa mère rayonnait sur cette image, les mains posées sur son ventre arrondi, le sourire large et sincère. Il n'avait jamais vu cette photo auparavant. Il n'avait jamais su que sa mère connaissait ces personnes. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, la voix rauque. Samuel et Grace se regardèrent de nouveau, cette communication silencieuse de décennies. C'est Samuel qui parla. Cette photo a été prise il y a 43 ans. Ta mère, Hélène, était enceinte de 8 mois. De toi. Le monde sembla se pencher sous les pieds de Thomas. Vous connaissiez ma mère. Grace tendit la main, touchant doucement son bras. Nous la connaissions, chérie. Et nous l'avons sauvée. Elle et toi. Thomas s'affaissa dans la chaise, tenant toujours la photo. Racontez tout. Depuis le début. Samuel but une autre gorgée de whisky, les yeux perdus dans le passé comme s'il retournait des décennies en arrière. Je travaillais comme concierge à l'hôpital communautaire de Pine Street. Grace était infirmière là-bas. C'était un endroit petit, pauvre, mais nous faisions ce que nous pouvions. Une nuit, ta mère est arrivée. Elle était en travail prématuré, saignait beaucoup. L'hôpital privé avait refusé de l'admettre car elle n'avait pas d'assurance. Elle était en train de mourir, continua Grace, la voix étranglée. Le bébé aussi. C'était une situation désespérée. Nous avions besoin d'une transfusion urgente, de médicaments que l'hôpital n'avait pas, d'un spécialiste. Mais nous n'avions rien de tout cela. Thomas sentit sa poitrine se serrer. Sa mère ne lui avait jamais raconté cette histoire. Il avait toujours su qu'il était né prématuré, que sa gestation avait été difficile, mais il n'avait jamais imaginé que ce fût si grave. Samuel a fait quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là, dit Grace en regardant son mari avec admiration. Il venait de recevoir un petit gain à la loterie. 5 000 $. C'était tout ce que nous avions économisé pour notre propre clinique. Notre rêve. Samuel haussa les épaules, comme si cela n'avait pas d'importance. J'ai utilisé l'argent pour acheter les médicaments, payer le spécialiste privé pour venir à l'hôpital, assurer la transfusion. Hélène et toi avez survécu. Thomas ne pouvait pas assimiler cela. Ces deux étrangers, maintenant sans abri et malades, avaient sacrifié leurs propres rêves pour le sauver avant même sa naissance. Ma mère ne m'a jamais dit, murmura-t-il. Elle voulait, dit Grace doucement. Dans ces dernières années, elle a essayé de te contacter plusieurs fois. Elle appelait, envoyait des lettres. Elle disait qu'elle avait besoin que tu connaisses notre histoire, que tu comprennes d'où tu viens. Mais tu étais toujours trop occupé. La culpabilité frappa Thomas comme un coup de poing. Il se souvenait vaguement des messages de la secrétaire. Ta mère a rappelé. Il demandait toujours à dire qu'il rappellerait plus tard. Ce plus tard n'est jamais arrivé. Quand elle est morte, il était à Dubaï en train de conclure une affaire. Il est arrivé 2 jours après les funérailles. Elle a laissé un testament, continua Samuel en sortant une enveloppe jaunie de la valise. Elle a demandé que nous te remettions cela en personne. Mais quand nous avons essayé de prendre contact, tes gardes nous ont expulsés du bâtiment. Ils ont dit que tu ne recevais pas de gens comme nous. Thomas prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il reconnut immédiatement l'écriture élégante de sa mère. Il l'ouvrit lentement, tirant les feuilles usées par le temps. « Mon cher Thomas », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Et cela signifie que Samuel et Grace ont enfin pu te rejoindre. Ces 2 personnes sont la raison pour laquelle tu es en vie. Ils ont tout sacrifié pour nous alors qu'ils n'avaient aucune obligation. J'ai demandé que tu gardes la photo, que tu connaisses l'histoire, mais tu n'as jamais eu le temps. Maintenant, peut-être que tu en as. » Thomas continua à lire, les larmes commençant à brouiller sa vision. La lettre détaillait comment Samuel et Grace avaient continué à aider au fil des ans, envoyant de l'argent quand elle était sans emploi, payant pour son école quand elle ne pouvait pas. De petites sommes qui faisaient une énorme différence. Tout anonymement, sans jamais rien demander en retour. Après que tu aies grandi et t'es enrichi, j'ai essayé de te faire les rencontrer, écrivait Hélène. Je voulais que tu leur rendes hommage non pas en argent, mais par reconnaissance, par gratitude, par humanité. Mais tu es devenu si froid, si concentré sur les affaires que j'ai perdu mon fils au profit de l'homme à succès que tu es devenu. J'espère qu'en lisant ceci,
Il sera encore temps de te reconnecter avec ce que tu es vraiment. Thomas termina la lettre en silence. Il la plia soigneusement et la remit dans l'enveloppe. Quand il leva les yeux, Samuel et Grace le regardaient avec un mélange de compassion et de tristesse. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché plus tôt? Pourquoi avoir attendu d'être dans la rue ?» demanda Thomas, la voix brisée. Samuel soupira profondément. « Nous n'étions pas dans la rue avant il y a 2 mois. Nous avions une petite maison, modeste mais digne. Nous avons continué notre travail communautaire pendant des décennies. Nous avons aidé des centaines de familles, construit une petite école, une clinique gratuite. Nous avons utilisé toutes nos économies, toute notre énergie. Et notre fils détestait cela, interrompit Grace, la douleur brute dans sa voix. Richard. Il a grandi en nous voyant tout donner aux autres. Quand il est devenu avocat, il voulait que nous arrêtions. Il disait que c'était honteux, que ses collègues se moquaient de lui d'avoir des parents vivants comme des missionnaires. Nous voulions qu'il soit fier du travail que nous faisions, mais il ne ressentait que de la honte. Il y a 3 mois, Richard est venu avec des papiers, continua Samuel, sa voix devenant plus dure. Il voulait que nous signions une procuration lui donnant le contrôle total de nos biens. Il disait que c'était pour notre protection, que nous étions trop vieux pour gérer les choses. Nous avons refusé. Une semaine plus tard, nous avons été expulsés de notre maison. Thomas sentit la colère monter en lui. Expulsés? Comment? Richard a falsifié des documents, expliqua Grace. Il a utilisé ses connexions dans le système judiciaire pour faire croire que nous avions d'énormes dettes. Il a obtenu un ordre d'expulsion. Quand nous avons essayé de contester, il avait corrompu le juge. Nous avons tout perdu en quelques jours. La maison, la clinique, tout. Nous avons essayé de rester chez des amis, mais Richard les menaçait, dit Samuel, la voix fatiguée. Il disait qu'il poursuivrait en justice quiconque nous aidait. Les gens avaient peur. Nous avons fini dans la rue. Grace est malade, elle a besoin de médicaments coûteux. J'ai essayé de travailler, mais qui embauche un homme de 80 ans? Thomas se leva brusquement, commençant à marcher dans la cuisine. La colère qu'il ressentait était différente de celle qu'il avait consumée au bureau quelques heures plus tôt. C'était une injustice pure, brute, perpétrée par quelqu'un qui aurait dû protéger et honorer ses propres parents. « Où est ce Richard maintenant » demanda-t-il, d'une voix dangereusement calme. « Dans son manoir du côté nord de la ville, » répondit Samuel. « Vivant bien avec l'argent qu'il a obtenu en vendant notre maison et nos biens. » « Et vous n'avez rien fait? Vous n'avez pas cherché un autre avocat, la police ?» Grace rit, mais c'était un rire sans joie. Qui croirait 2 personnes âgées noires sans papier contre un avocat blanc riche et bien connecté? Nous avons essayé, Thomas. Mais le système n'a pas été fait pour des gens comme nous. Thomas s'arrêta, se tournant pour les regarder. Il voyait là non seulement 2 personnes âgées fatiguées, mais 2 guerriers qui avaient lutté toute leur vie et qui avaient finalement été renversés, non par faiblesse, mais par la cruauté de celui qui aurait dû les aimer. Vous avez des preuves? Les documents originaux de la maison, les registres de la clinique, quelque chose qui prouve que Richard a menti? Samuel acquiesça lentement. Nous avons des copies. Cachées dans la valise. Richard ne sait pas que nous les avons. Il pense qu'il a tout détruit. Alors utilisons-les, dit Thomas, une nouvelle détermination s'emparant de lui. Exposons ce qu'il a fait. Récupérons tout ce qu'il vous a volé. Grace secoua doucement la tête. Thomas, tu es gentil. Mais tu ne peux pas t'impliquer là-dedans. Tu as déjà tes propres problèmes. Nous t'avons entendu parler de faillite, de divorce. Tu ne peux pas nous aider alors que ta propre vie s'effondre. Mais Thomas sourit pour la première fois depuis des semaines, et c'était un vrai sourire. Peut-être que c'est justement pour cela que je peux aider. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous avez sauvé ma vie avant même que je naisse. Vous avez investi en moi sans aucune raison. Il est temps que je rende l'appareil. Il regarda les 2, vit l'espoir commencer à briller dans leurs yeux fatigués, et sut exactement ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait pas seulement de justice pour Samuel et Grace. C'était une question de justice pour lui-même, pour sa mère, pour toutes les personnes piétinées par des gens comme Richard. Et comme lui-même. « Demain, nous commençons, » dit Thomas. « Demain, nous changeons tout. » Thomas se réveilla avant l'aube. Pour la première fois depuis des mois, il avait dormi profondément, sans cauchemar de faillite ou de divorce. Il avait désormais un but, quelque chose de plus grand que ses propres pertes. Il descendit à la cuisine et trouva Valdirène déjà en train de préparer du café. « Les invités dorment encore ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. Madame Grace a beaucoup toussé pendant la nuit. Je lui ai apporté une tisane chaude à 4 heures du matin. » Thomas acquiesça, sentit une pointe d'inquiétude.
Grace avait besoin de soins médicaux appropriés, pas seulement de tisane et d'espoir. Il prit son portable et commença à passer des appels. Le premier fut pour Daniel, son médecin personnel. « Thomas, il est 6 heures, » répondit Daniel, la voix endormie. « J'ai besoin que vous veniez chez moi aujourd'hui. J'ai une patiente qui a besoin d'une évaluation urgente. Une personne âgée, tout persistante, faiblesse extrême. » « Vous avez une patiente. » Daniel sembla confus. « Depuis quand vous... Combien coûte une visite à domicile aujourd'hui » coupa Thomas. « Pour vous ? Rien. Je serai là à 9 heures. » Le deuxième appel fut plus délicat. Marcus était un détective privé que Thomas avait employé dans certains dossiers par le passé. Un homme discret, efficace, qui ne posait pas beaucoup de questions. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. » Un avocat nommé Richard. Je n'ai pas encore son nom de famille. Il habite au côté nord, est riche, bien connecté. Je veux tout savoir sur lui. Surtout ses transactions immobilières récentes, ses connexions politiques, tout ce qui peut être douteux. Ça prendra quelques jours, dit Marcus. Tu as 48 heures. Je paie le double. Vers 7h30, Samuel descendit l'escalier. Il était vêtu des habits prêtés, les cheveux blancs coiffés soigneusement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit, le poids de la conversation précédente encore marqué sur son visage. « Bonjour », salua Thomas en servant le café. « Grace va mieux. Elle se repose. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi dans un vrai lit. » Samuel prit la tasse entre des mains tremblantes. « Thomas, à propos d'hier soir, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Vous en avez déjà trop fait en nous accueillant. J'ai appelé mon médecin. Il vient examiner Grace aujourd'hui à 9 heures. » Thomas ignora la protestation qui se formait sur les lèvres de Samuel. « Et j'ai engagé un enquêteur pour réunir des preuves contre Richard. Mais j'ai besoin d'informations. Tout ce que vous savez sur lui, ses pratiques, ses contacts. » Samuel resta silencieux un long moment, remuant lentement son café. Richard a toujours été ambitieux. Même enfant, il voulait plus que ce que nous avions. Je ne le blâme pas pour ça. Grandir pauvre marque une personne. Mais lorsqu'il est entré à la faculté de droit, quelque chose a changé. Il a commencé à avoir honte de nous. Il a cessé de nous rendre visite, inventé des excuses quand nous avions besoin de lui. « Il s'est marié » demanda Thomas. « Oui. Une femme appelée Jennifer. En fait, une bonne personne. Elle a essayé de garder le contact avec nous-mêmes quand Richard ne le voulait pas. Mais finalement, il a convaincu que nous étions un problème, une honte pour leur image. » Samuel prit une gorgée de café. Ils ont un fils. Notre petit-fils. Christopher. 15 ans. Nous ne l'avons jamais rencontré. La colère remonta en Thomas. Richard a un associé au cabinet. Oui. Un homme appelé Peterson. Ils travaillent ensemble depuis 10 ans. Surtout des affaires d'entreprise. Richard s'est toujours vanté d'avoir des clients importants, des connexions politiques. Et le juge qui a autorisé l'expulsion. Le juge Harrison. Richard joue au golf avec lui chaque dimanche. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux avant qu'on perde l'accès à Internet. Thomas nota tout dans un carnet. Chaque détail était une pièce du puzzle, une arme potentielle. Il connaissait ce monde, le monde des hommes puissants qui manipulent système et gens. Il en avait fait partie pendant des décennies. Maintenant, il utiliserait ce savoir pour détruire quelqu'un de l'intérieur. Grace descendit vers 8 heures, appuyée sur Valdirène. Elle était plus pâle que la nuit précédente, mais essayait de sourire. Thomas sentit son cœur se serrer en la voyant. Cette femme avait sauvé sa vie, consacré des décennies à aider les autres, et maintenant elle dépérissait faute de soins basiques. « Bonjour, ma chère » s'exclama Samuel en se levant rapidement pour l'aider à s'asseoir. « Comment vous sentez-vous »« Mieux » mentit Grace, mais la toux qui suivit trahit ses paroles. Le médecin arriva ponctuel à 9 heures. Daniel était un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, manières aimables. Il examina Grace pendant 40 minutes dans le salon, posant des questions détaillées, vérifiant la tension, auscultant, testant les réflexes. Quand il eut fini, il demanda à parler à Thomas en privé. « Elle est très affaiblie » dit Daniel sans détour. « Dénutrition sévère, infection respiratoire grave, possible pneumonie. Elle a besoin d'une hospitalisation immédiate, d'antibiotiques intraveineux, d'hydratation. Si elle n'est pas traitée correctement, elle n'a pas beaucoup de temps. »« Alors hospitalisez-la » répondit Thomas. « Au Memorial Hospital. Je vais faire les arrangements. Mais Thomas, ça va coûter cher. On parle d'au minimum 2 semaines d'hospitalisation, de soins spécialisés. »
Ça m'est égal. Faites tout ce qu'il faut. Et Daniel, je veux qu'elle ait le meilleur. La meilleure chambre, les meilleurs spécialistes. Tout. Daniel observa Thomas un instant, surprise visible dans ses yeux. Tu as changé. Peut-être. Ou peut-être que je deviens enfin celui que je devrais être. Grace fut hospitalisée le même après-midi. Samuel refusa de rester à l'écart, insistant pour l'accompagner. Thomas les y conduisit personnellement, installa Samuel dans une chambre adjacente à celle de Grace, s'assura qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, la nuit était déjà tombée. Marcus appela à 10 heures. J'ai des informations préliminaires. Ce Richard est sale. Très sale. Dit. Ces 6 derniers mois, il a transféré 3 propriétés à son nom. Toutes auparavant appartenues à Samuel et Grace. Il a fait cela en utilisant des procurations falsifiées. J'ai des copies des documents originaux et des falsifications. La différence est évidente pour tout expert. Continue. Il a des connexions avec le juge Harrison, comme tu le soupçonnais. Mais c'est plus que du golf. Harrison doit de l'argent à Richard. Beaucoup d'argent. Paris illégaux. Richard a des preuves, des documents. Il utilise ça comme levier. Thomas sourit froidement. Chantage. Classique. Et encore. Jennifer, sa femme, a déposé une plainte pour violence domestique il y a 2 ans. Mais elle a retiré les accusations une semaine plus tard. De l'argent, probablement. Et puis, il y a plus. Richard est visé par une enquête à l'ordre des avocats. 3 clients ont ouvert des plaintes éthiques contre lui l'année dernière. Mauvaise conduite, détournement de fonds. Il a réussi à étouffer tout ça, mais les dossiers existent. Parfait. Continue à creuser. Je veux tout, compte bancaire, email, n'importe quoi qu'on puisse utiliser. Tu prépares quelque chose de gros. Je prépare de la justice. Les jours suivants, Thomas construisit méticuleusement son dossier. Il rendait visite chaque matin à Grace et Samuel à l'hôpital, apportait des fleurs, des livres, restait des heures à discuter. Grace s'améliora progressivement grâce au traitement. Samuel semblait renaître en voyant sa femme reprendre des forces. Mais Thomas voyait au-delà du soulagement immédiat. Il voyait 2 guerriers qui méritaient plus que de survivre. Ils méritaient la victoire. Marcus remit un dossier complet au 4e jour. 300 pages de preuves, documents, photos, enregistrements. Richard était exposé à chaque page, chaque transaction douteuse, chaque mensonge documenté. Thomas lut tout, mémorisa chaque détail. Puis il appela son avocat, un requin nommé Roberts qui avait représenté Thomas dans d'innombrables affaires. « Roberts, je dois détruire quelqu'un légalement et complètement. Tu es partant ?»« Toujours, » répondit Roberts sans hésiter. Ils se rencontrèrent cet après-midi-là dans le bureau de Roberts. Thomas présenta toutes les preuves, expliqua la situation, détailla ce qu'il voulait. Roberts écouta en silence, les yeux brillants d'intérêt croissant. « C'est suffisant pour détruire sa carrière, » dit Roberts enfin. « Prison, radiation du barreau, poursuites civiles qui le ruineront pour le reste de sa vie. Mais tu veux plus, n'est-ce pas? Je veux qu'il ressente ce que Samuel et Grace ont ressenti. Je veux qu'il perde tout. Maison, réputation, famille, dignité. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Alors il nous faudra une stratégie plus élaborée. On ne peut pas simplement aller à la police ou à l'ordre. Il faut orchestrer cela parfaitement, s'assurer qu'il n'y ait aucune échappatoire. » Ils passèrent des heures à planifier. Chaque mouvement fut calculé, chaque conséquence prévue. Thomas utiliserait ses propres contacts, ses connexions, sa connaissance du système. Ironie, pensa-t-il. Il avait passé des décennies à tisser ses réseaux pour accumuler de la richesse. Maintenant il les utiliserait pour quelque chose qui comptait vraiment. Le 6e jour, tout était prêt. Thomas rendit visite à Grace à l'hôpital. Elle était assise sur le lit, le teint revenu, souriant sincèrement pour la première fois depuis qu'il l'avait connue. « Comment vous sentez-vous » demanda Thomas. « Comme si je pouvais vivre encore quelques années, » répondit Grace, les yeux brillants. « Grâce à vous. »« Grâce au médecin. »« Non, grâce à vous. » Grace prit sa main. « Thomas, vous faites tout cela pour nous. Mais sachez que, même si nous n'arrivons pas à obtenir quoi que ce soit contre Richard, nous avons fait la paix avec notre situation. Nous avons l'un l'autre. Nous vous avons maintenant. C'est déjà plus que ce que nous pouvions espérer. » Thomas serra doucement sa main. « Vous aurez bien plus que cela, Grace. Faites-moi confiance. » Il quitta l'hôpital avec une détermination renouvelée. Demain commencerait l'exécution du plan. Demain,
Richard découvrirait qu'il avait gravement sous-estimé les personnes qu'il avait piétinées. Et Thomas veillerait à ce que la chute soit dévastatrice. La réunion était fixée à 10 heures du matin dans le cabinet d'avocat le plus prestigieux de la ville. Richard arriva 15 minutes en avance, confiant, vêtu d'un costume italien à 3000 $. Son associé Peterson l'accompagnait, tout aussi élégant. Ils furent conduits dans une immense salle de conférence offrant une vue panoramique sur la ville. « Qui a encore organisé cette réunion ?» demanda Peterson en feuilletant distraitement des papiers. « Un certain Thomas. Homme d'affaires riche. Probablement une consultation pour une fusion d'entreprises. »« Argent facile, » répondit Richard en se servant de l'eau minérale. La porte s'ouvrit. Thomas entra, suivi de Roberts et de 3 autres avocats. Tous portaient des dossiers volumineux. Richard se leva et tendit la main, affichant un sourire professionnel. « Monsieur Thomas, enchanté. Je suis Richard et voici mon associé. »« Je sais qui vous êtes, » coupa Thomas en ignorant la main tendue. Il s'assit à la tête de la table, Roberts à ses côtés. « Et vous devriez savoir qui je suis. Ou plutôt, savoir qui je représente. » Richard fronça les sourcils, la confiance céda la place à la confusion. « Je ne comprends pas. » Roberts ouvrit le premier dossier et poussa une photo sur la table. C'était Samuel Egress, 20 ans plus jeune, souriant devant une petite clinique. Richard pâlit aussitôt. « Reconnaissez-vous ces personnes ?» demanda Thomas d'une voix glaciale. « Ce sont mes parents, » murmura Richard en regardant rapidement Peterson. « Mais quel rapport ont-ils avec ça ?»« Tout, » répondit Thomas. Il fit signe et Roberts commença à éparpiller des documents sur la table. Pages et pages de preuves, toutes méticuleusement organisées. Vous les avez volés. Vous avez falsifié des procurations, manipulé des juges, forgé des dettes. Vous avez laissé vos propres parents dans la rue pour mourir. Richard se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol. C'est absurde. Qui vous prenez-vous pour venir m'accuser ici? Asseyez-vous, ordonna Thomas, et il y avait une telle autorité dans sa voix que Richard obéit instinctivement. Je suis l'homme que vos parents ont sauvé il y a 43 ans. Je suis l'homme qui a passé la semaine dernière à rassembler chaque preuve de votre corruption. Et je suis l'homme qui s'assurera que vous payez pour tout. Peterson tenta d'intervenir. Écoutez, je ne sais pas quel est votre jeu, mais vous ne pouvez pas entrer ici en faisant des accusations sans. Page 12, dit Roberts calmement. Transfert bancaire du compte de Samuel vers votre compte personnel, Richard. En utilisant une procuration falsifiée. Page 23. Met entre vous et le juge Harrison discutant de la façon d'étouffer des dettes de jeu en échange de faveurs légales. Page 47. 3 procédures éthiques contre vous à l'ordre des avocats. Chaque page mentionnée par Roberts fut poussée sur la table. Richard tenta de garder la contenance, mais ses mains tremblaient visiblement. Peterson parcourait les documents, le visage blanchissant de plus en plus. « Vous ne pouvez rien prouver, » dit Richard, mais sa voix manquait d'assurance. « Je peux tout prouver, » répliqua Thomas. J'ai des experts graphologues qui confirment les falsifications. J'ai des enregistrements de vos conversations avec Harrison. J'ai des témoins. J'ai les documents originaux que vous pensiez avoir détruits. J'ai tout, Richard. Que voulez-vous? Demanda enfin Richard, le ton passant de la défense à la négociation. De l'argent? Combien? Je peux payer. Thomas eut un rire sec, sans joie. Vous pensez que c'est une question d'argent? Vos parents ont consacré leur vie à aider les autres. Ils ont construit des écoles, des cliniques, nourri des centaines d'enfants. Et vous, votre propre fils, les avez jetés dans la rue comme des déchets. Non, Richard. Il ne s'agit pas d'argent. Roberts ouvrit un autre dossier. Voilà ce qui va se passer. Premièrement, vous allez transférer immédiatement toutes les propriétés au nom de Samuel Egress. Aujourd'hui. Maintenant. Deuxièmement, vous allez signer une confession complète de tous les crimes que vous avez commis. Troisièmement, vous allez renoncer publiquement à votre licence d'avocat. Vous êtes fou, explosa Richard. Cela détruirait ma carrière, ma vie. Comme vous avez détruit la leur, demanda Thomas en se penchant vers lui. La différence, c'est que ne le méritez pas. Vous méritez chaque seconde de ce qui vous attend. Peterson se leva en attrapant son dossier. Richard, ne signe rien. On sort d'ici et on les poursuit. Asseyez-vous, Peterson, l'interrompit Roberts. Page 72. Vous étiez au courant des irrégularités. Vous avez signé certains des documents falsifiés. Vous êtes complice. Si Richard tombe, vous tombez avec lui. Peterson se figea, puis se rassit lentement.
Le silence dans la salle devint suffocant. Richard regardait les documents répandus, les avocats autour de lui, Thomas le fixant d'un regard de détermination inébranlable. Il était acculé et le savait. « Et si je refuse ?» tenta Richard, une ultime recherche d'issue. « Alors ces documents iront à la police dans 1 heure, » répondit Thomas simplement. « À l'ordre des avocats dans 2 heures. À la presse dans 3 heures. À chacun de vos clients dans 4 heures. Demain matin, vous n'aurez ni carrière, ni réputation, ni liberté. Vous ferez face à des accusations criminelles qui peuvent vous envoyer en prison pour des décennies. Mais si je coopère, intervint Roberts, nous gardons ça civil. Pas de police, pas de prison. Vous rendez ce que vous avez volé, vous renoncez discrètement, et vous disparaissez de la vie de Samuel et Grace pour toujours. C'est plus de clémence que ce que vous méritez. » Richard passa les mains sur son visage. Thomas vit le moment exact où il comprit qu'il avait perdu, qu'il n'y avait aucune échappatoire, que son arrogance lui revenait en pleine figure. « Jennifer va me quitter, » murmura Richard. « Mon fils va me détester. Je vais tout perdre. »« Vos parents ont tout perdu, » dit Thomas. « Et ils n'avaient rien fait de mal. Vous avez de la chance d'avoir cette chance. » La porte s'ouvrit à nouveau. Une femme entra, cheveux blonds relevés en chignon, les yeux rouges d'avoir pleuré. Jennifer, comprit Thomas. Derrière elle se tenait un adolescent grand, le visage marqué par la confusion et la colère. Christopher. « Jennifer, que fais-tu ici ?» demanda Richard en se levant. « J'ai reçu un appel hier, » dit Jennifer d'une voix contrôlée mais tendue. « Un enquêteur m'a tout montré. »« Tout, Richard. Les mensonges, les vols, ce que tu as fait à tes parents. Je les ai rencontrés 1 fois. Tu te souviens ? Avant que tu ne me convainques qu'ils étaient un problème. Ils étaient les personnes les plus aimables que j'ai jamais rencontrées. Maman m'a tout raconté, dit Christopher, la voix brisée. Tu as laissé mes grands-parents à la rue? Tu les as volés? Richard tenta de s'approcher, mais Jennifer recula d'un pas. Non. Ne t'approche pas de moi. Ni de nous. Je suis venu m'assurer que tu ferais ce qui est juste pour la première fois de ta vie. Tu vas tout rendre. Tu vas admettre ce que tu as fait. Et tu vas disparaître de nos vies. Jennifer, s'il te plaît, je peux expliquer. Non, la coupe ATL. Il n'y a aucune excuse pour abandonner ses propres parents. Pour les laisser mourir dans la rue pendant que tu vis dans un manoir. Christopher et moi partons. J'ai déjà appelé un avocat pour le divorce. Tu vas signer ces papiers et je ne veux plus jamais te voir. Christopher regarda son père avec un mépris pur. Tu as toujours dit que la réussite était tout. Que tout était justifiable pour gagner. Maintenant je vois qui tu es vraiment. Un lâche qui a piétiné les gens qu'il aimait le plus. Ils partirent sans se retourner. Richard s'affaissa sur sa chaise, toutes ses défenses finalement effondrées. Il n'était plus qu'un homme brisé, confronté aux conséquences de décennies de cruauté et d'avidité. Roberts poussa les derniers documents sur la table. Signe. Richard prit le stylo d'une main tremblante. Il lut chaque document lentement, chaque mot étant un clou dans le cercueil de la vie qu'il avait construite. Le transfert des propriétés, la confession, la renonciation. Chaque signature était une défaite, une reconnaissance de culpabilité, une fin. Quand il eut fini, Roberts rassembla tous les documents et vérifia chaque signature. C'est fait. Les propriétés seront transférées officiellement d'ici la fin de la journée. Vous avez 48 heures pour quitter la maison que vous avez volée à vos parents. Après cela, je ne veux même pas voir votre ombre près d'eux. Thomas se leva, prêt à partir. Richard l'appela d'une voix désespérée. Vont-ils me pardonner? Mes parents? Thomas s'arrêta à la porte et se retourna lentement. Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils sont de meilleures personnes que vous ne le serez jamais. Peut-être auront-ils assez de compassion pour te pardonner. Moi, je ne le ferai pas. Dehors. Thomas respira profondément. Roberts lui donna une tape sur l'épaule. C'était impeccable. Tu l'as complètement détruit. Non, corrigea Thomas. Il s'est détruit lui-même. Je me suis contenté de m'assurer qu'il paierait le prix. Thomas prit la route directement pour l'hôpital. Il monta jusqu'à la chambre de Grace où elle et Samuel étaient assis ensemble, regardant la télévision. Ils levèrent les yeux quand il entra, l'attente et la peur mêlées sur leur visage. « C'est terminé », dit simplement Thomas. Il a tout rendu. La maison, la clinique, les propriétés. Tout est de nouveau à votre nom. Et il ne vous dérangera plus jamais. Samuel se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblantes. Grace éclata en sanglots, des larmes coulant librement sur son visage. Thomas s'avança, s'agenouilla près du lit et prit les mains des deux. « Vous avez sauvé ma vie avant ma naissance, dit-il,
la voix elle-même étranglée. Laissez-moi maintenant sauver la vôtre. Pas seulement physiquement, mais complètement. Vous avez sauvé ma vie avant même ma naissance, dit-il, la voix nouée par l'émotion. Laissez-moi sauver la vôtre maintenant. Pas seulement physiquement, mais complètement. Vous méritez la dignité, la paix, la joie. Et je veillerai à ce que vous les ayez. Grace serra Thomas dans une étreinte chaleureuse. Tu es le fils que nous avons toujours rêvé d'avoir. Et à ce moment-là, Thomas comprit enfin ce que sa mère avait essayé de lui enseigner. Le succès ne se mesurait pas en dollars ni en propriété. Il se mesurait aux vies touchées, à la justice rétablie, à l'amour partagé. 3 mois plus tard, Thomas se gara devant l'ancienne maison de Samuel et Grace. La propriété avait été entièrement restaurée. Le jardin était fleuri, la peinture fraîche, le portail réparé. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était le mouvement. Des enfants jouaient dans la cour, des familles entraient et sortaient, des bénévoles transportaient des caisses de provisions. La maison était redevenue ce qu'elle avait toujours été, un centre d'espoir. Samuel l'accueillit à la porte, souriant largement. Il avait changé, plus fort, avec de la vie dans les yeux. Grace apparut juste derrière lui, complètement rétablie, portant un tablier et une assiette de biscuits tout juste sortis du four. « Thomas !» s'exclama-t-elle en le serrant fort dans ses bras. « Entre, entre. Nous t'attendions. » À l'intérieur, la maison débordait de vie. La clinique communautaire fonctionnait dans l'annexe qu'ils avaient reconstruite. Thomas voyait des infirmiers soignant des patients, des enfants se faisant vacciner, des personnes âgées recevant des médicaments gratuits. Dans la salle principale, un groupe de jeunes suivait des cours de soutien scolaire. C'était un chaos organisé, bruyant, imparfait et absolument magnifique. « Nous avons réussi à tout rouvrir en 6 semaines, expliqua Samuel, la fierté évidente dans sa voix. La communauté s'est mobilisée. Des personnes que nous avions aidées il y a des années sont revenues pour rendre l'appareil. Des médecins se sont proposés bénévolement. Des professeurs sont venus donner des cours gratuits. C'est plus que ce que nous avions avant. » Thomas observait tout avec admiration. Il pensa à son propre manoir vide, à toutes ces années perdues à accumuler des choses sans valeur. Ici, dans cette maison modeste, se déroulait quelque chose d'infiniment plus précieux. « Et Richard ?» demanda Thomas, bien qu'il connaissait déjà une partie de la réponse. Grace soupira doucement. « Il est venu nous voir il y a 2 semaines. Il était différent. Amaigri, les cheveux en bataille, des vêtements simples. Il a dit qu'il avait tout perdu, mais qu'il avait gagné en clarté. Il a demandé pardon. Il ne s'attendait pas à ce que nous acceptions, il avait seulement besoin de le dire. Et vous lui avez pardonné. » Thomas connaissait la réponse, mais devait l'entendre. « Nous lui avons pardonné, » confirma Samuel. « Cela ne veut pas dire que nous avons oublié ou que nous lui faisons à nouveau confiance. Mais garder la colère détruit l'âme. Il est notre fils. Il a commis une terrible erreur, il en a payé le prix. Maintenant, il doit reconstruire sa propre vie. Nous ne pouvons pas le faire à sa place, mais nous pouvons libérer le pardon pour qu'il ait une chance. » Thomas secoua la tête, émerveillé. « Je ne sais pas si je pourrais faire la même chose. »« Tu pourrais, » dit Grace doucement. « Tu as déjà commencé. Quand tu nous as trouvés cette nuit-là, quand tu as décidé d'aider, tu as commencé ta propre reconstruction. » Ils marchèrent jusqu'au jardin, où une petite cérémonie était en préparation. Des chaises disposées en demi-cercle, une banderole suspendue entre 2 arbres, centre communautaire Hélène. Thomas sentit un nœud dans sa gorge en la lisant. « Nous avons baptisé le centre du nom de ta mère, » expliqua Samuel. « Elle a été la première vie que nous avons sauvée ensemble. Il semblait approprié qu'elle soit l'inspiration de toutes les autres vies que nous sauverons désormais. » La cérémonie commença au coucher du soleil. Des dizaines de personnes étaient présentes, beaucoup que Thomas ne connaissait pas, mais qui connaissaient clairement Samuel et Grace. Les témoignages étaient émouvants. Une femme raconta comment Grace avait sauvé son fils d'une pneumonie alors qu'aucun hôpital n'acceptait de le recevoir. Un homme expliqua comment Samuel avait discrètement payé ses études, lui permettant de devenir ingénieur. Histoire après histoire de bonté silencieuse, de générosité qui n'avait jamais demandé de reconnaissance. Quand Samuel monta pour parler, sa voix était ferme mais émue. « Ma femme et moi avons consacré nos vies à une croyance simple. Chacun mérite dignité, soins et opportunités. Nous avons affronté des difficultés, des trahisons, même l'abandon. Mais nous n'avons jamais renoncé à cette croyance. Et aujourd'hui, grâce à un homme qui aurait pu passer son chemin cette nuit pluvieuse mais a choisi de s'arrêter, nous sommes à nouveau ici, faisant ce que nous aimons. » Il désigna Thomas, assis au premier rang. « Thomas, tu nous as sauvés. Mais plus important encore, tu t'es sauvé toi-même. Nous pouvons tous choisir,
chaque jour, si nous allons passer à côté des personnes qui ont besoin d'aide ou si nous allons nous arrêter. Tu t'es arrêté. Et tu as tout changé. Les applaudissements résonnèrent dans le jardin. Thomas sentit les larmes couler, sans honte. Il pensa à l'homme qu'il avait été 3 mois plus tôt, conduisant seul dans la tempête, vide à l'intérieur malgré toute sa richesse. Il pensa à ce moment de compassion, à cet élan inexplicable qui l'avait poussé à arrêter sa voiture, et comment cela avait transformé complètement sa vie. Après la cérémonie, alors que les gens discutaient et mangeaient, Jennifer s'approcha de Thomas. Elle était avec Christopher, tous deux semblant en paix malgré tout ce qui s'était passé. « Je voulais te remercier, » dit Jennifer. « Je sais que c'est toi qui as tout organisé, qui as obligé Richard à affronter ses actes. C'était douloureux, mais nécessaire. Christopher et moi reconstruisons, et une partie de cela n'aurait pas été possible sans ton courage de faire ce qui était juste. » Christopher tendit la main. « J'ai connu mes grands-parents grâce à toi. Je ne savais pas que des personnes comme eux existaient dans ma famille. Je travaille ici comme bénévole maintenant. Je veux être comme eux, pas comme mon père l'était. » Thomas serra la main du garçon, voyant en lui l'espoir de la prochaine génération. « Tu es déjà sur la bonne voie. » Le soir, quand la plupart des gens étaient partis, Thomas s'assit sur la terrasse avec Samuel et Grace. Les étoiles commençaient à apparaître, la brise du soir portait l'odeur des fleurs du jardin. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Grace. « Avec ton entreprise, ta vie. » Thomas y avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines. « Je vais recommencer. Pas de la même manière. Pas en accumulant des propriétés vides et des affaires sans âme. Je veux construire quelque chose qui ait du sens. Peut-être des logements sociaux dignes. Peut-être des centres communautaires comme celui-ci dans d'autres villes. Je cherche encore, mais je sais que cela doit avoir un but. Tu le découvriras, dit Samuel avec certitude. Parce que maintenant tu comprends ce qui compte vraiment. Thomas resta silencieux un moment, puis posa une question qui le tourmentait. Pensez-vous que Richard puisse vraiment changer? Qu'il puisse devenir meilleur? Tout le monde peut changer, répondit Grace. S'ils le choisissent. S'ils affrontent leurs failles et décident d'être différents. Tu as changé. Christopher est en train de changer. Richard a cette même capacité en lui. Mais le choix lui appartient. Nous pouvons pardonner, offrir une seconde chance, mais il doit faire le travail. Et s'il n'y arrive pas? Alors il devra vivre avec les conséquences, dit Samuel. Mais au moins il aura eu l'opportunité. C'est tout ce que nous pouvons offrir à quiconque. Thomas réfléchit à cela, à la profonde sagesse de ces deux personnes âgées qui avaient affronté tant de douleurs mais conservé une foi inébranlable dans l'humanité. Ils étaient des enseignants, pas du genre à donner des cours dans des salles de classe, mais du genre à enseigner à travers chaque action, chaque choix, chaque moment de grâce. Les semaines devinrent des mois. Thomas vendit son manoir, acheta quelque chose de plus petit mais chaleureux. Il investit le reste de son capital dans des projets sociaux, travaillant aux côtés de Samuel et Grace. Son ancienne entreprise déclara officiellement faillite, mais il découvrit qu'il ne ressentait aucune perte. Cet empire avait été construit sur du sable, impressionnant mais sans véritable fondation. Val d'Irène continua de travailler pour lui, mais elle était désormais plus une amie qu'une employée. Elle l'aidait à coordonner les projets, gérer les bénévoles, organiser des événements. Un jour, alors qu'il préparait des paniers alimentaires, elle dit « Tu es heureux. Vraiment. Je ne t'ai jamais vu ainsi en 15 ans de travail avec toi. » Thomas réalisa qu'elle avait raison. Il y avait maintenant de la joie, un but, une connexion. Il se réveillait enthousiaste à l'idée de travailler, non pas pour le profit mais pour l'impact. Il voyait les visages des personnes aidées, entendait des histoires de vie transformées. Cela valait infiniment plus que toutes les affaires qu'il avait conclues auparavant. Un soir, 6 mois après cette nuit de tempête, Thomas aidait à fermer le centre communautaire. Samuel fermait les portes, Grace rangeait les derniers papiers. C'était une routine que Thomas avait appris à aimer, le travail simple mais significatif de chaque jour. « Vous savez ce que j'ai appris avec vous ?» dit Thomas soudain. « Que la véritable richesse n'a rien à voir avec l'argent. Elle se mesure aux relations, aux vies touchées, à la différence que l'on fait. J'ai passé 40 ans à poursuivre la mauvaise chose. » Grace sourit, ce sourire chaleureux qui illuminait tout son visage. « Tu n'as pas perdu 40 ans. Tu les as utilisés pour apprendre exactement cela. Maintenant tu as le reste de ta vie pour mettre la leçon en pratique. » Thomas les prit dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour cette nuit pluvieuse, pour cet élan inexplicable qui l'avait poussé à arrêter sa voiture, pour cette vieille valise pleine d'histoires qui avait changé son destin. Parce qu'au final, ce n'était pas l'histoire d'un millionnaire sauvant un couple âgé. C'était celle de 2 guerriers silencieux sauvant l'âme d'un homme qui avait perdu son chemin.
C'était découvrir une famille là où il s'y attendait le moins, découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, comprendre que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être achetées ni accumulées sur des comptes bancaires. La tempête était passée. Mais ce qu'elle avait apporté, la transformation qu'elle avait causée, resterait pour toujours. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si elle t'a fait réfléchir à tes propres choix et priorités, abonne-toi à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.